Je peux malheureusement pas dire que je suis un gars fait pour vivre dans la nature. C'est faux. Du plus jeune que je me souvienne, j'étais pas fait pour aller dehors. Ma mère, quand elle voulait me punir, elle me disait « Prends ton vélo, fais un tour de bloc ». Peut-être que ça a été les bases de ce que je suis devenu plus tard aussi, mais dans les dernières années, dans une rencontre de routine avec mon médecin de famille, parce que oui, je suis chanceux puis j'ai un médecin de famille, je lui ai dit, c'est-tu normal, docteur Girard, que quand je vais au soleil quelques heures après, ça me pique sa peau puis j'ai des boutons? Il avait bien beau me dire que j'avais un système immunitaire supérieur à la moyenne et que je réagissais trop, j'arrêtais pas de m'empêcher de me dire, ça y est, je suis allergique au plein air. C'est pas de même pour tout le monde dans ma famille, heureusement. Quand je regarde ma blonde, elle est faite pour aller dehors, elle a passé des étés au complet à dormir dehors. Ma fille, elle capote sur aller dehors. Pour elle, c'est une punition de pas pouvoir sortir dehors. Fait que quand il y a des jours de pluie, on met notre imperméable puis on va dehors. Je vous laisse déduire à quel point j'ai du plaisir. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui vivre dehors, être dehors, c'est être dans leur élément. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est faire des rencontres one-on-one, c'est communiquer avec des êtres humains, tandis qu'il y en a d'autres qui préfèrent communiquer avec la nature. On se ramène à l'été des 3 ans de ma fille, OK? Belle journée chaude, on entend les mouches buzzer, tu sais, bzzz, les criquettes, tout le kit. Puis là, tu sais, ma fille joue autour de la table d'eau, on s'amuse. En tout cas, elle s'amuse plus que moi. Je suis à grosses gouttes. Alors, je rentre en dedans, aller chercher une collation, je me rappelle plus quoi. Bref, elle joue dehors. Moi, je rentre en dedans. Après ça, je ressors avec ce que j'étais sorti faire. Rentrer faire, c'est-à-dire. Puis là, Camille, ma fille, elle dit « Papa, j'ai vu un chien, puis il m'a souri. » Puis je suis comme... De quoi tu parles? Je suis rentré 2 minutes, puis il n'y a pas personne. On est dans le cours en arrière chez nous, c'est pas passant, là. On est dans le bois, là. On a 30 000 pieds carrés de terrain. La seule rencontre que tu peux faire, à la limite, une maman orignale, j'y aurais cru, là, mais un chien, je suis comme... Ouais. Je regarde autour, pas de chien. Puis là, je dis, Camille, comment... Il ressemblait à quoi, ton chien? Il était gris, brun, blanc, il était au fond de la cour, puis il souriait. Je suis comme, de quoi il souriait? T'étais-tu proche? Puis là, c'est sûr que ma fille, elle a des bons yeux. Hein? Mais là, elle était assez proche pour être capable de déterminer que le chien souriait. Avez-vous déjà vu ça? Un chien sourire, vous autres? Pas moi. Et là, j'allume. Je me dis, c'est pas un chien qu'elle a vu. C'est un coyote. Elle est convaincue qu'elle a vu un chien. Là. Mais moi, j'ai compris que c'était un coyote. Elle a vu un coyote. Puis le coyote, il a pas souri, hein? Pense pas. Là, j'ai demandé, t'étais-tu loin? T'as dit, ah oui, elle est dans le fond de la cour. Je suis comme, OK, t'as des bons yeux, tant mieux. La prochaine fois que tu vois un chien te sourire, par exemple, viens me voir au lieu d'aller à sa rencontre. Ma fille Camille a été chanceuse. Et probablement que mon invité d'aujourd'hui en aurait profité de ce moment-là. C'est Jean-Christophe Lemay qu'on rencontre aujourd'hui, un photographe animalier exceptionnel que je connais depuis déjà une dizaine d'années. On va revivre ensemble un flashback de nos premières rencontres, puis de son arrivée également dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un gars super talentueux qui a été récompensé par le Canadian Geographic, qui en a compté. Puis moi, ce qui m'intéressait dans cet épisode de Café chez Jay, c'est comment on vit la vie de photographe, comment on part en expédition. On va tout apprendre ça. Puis on va vivre ensemble de pair avec la nature. Parlant de pair avec la nature, on en a dessus des patentes chez nous en plastique, des gogos qui finissent par ramasser la poussière puis qu'on finit par jeter le cœur serré parce qu'on n'a pas aidé l'environnement. Là, il y a Noël qui s'en vient, puis cette année, faites donc un cadeau qui est intelligent, un cadeau biodégradable, un cadeau fait avec cœur par des gens d'ici, comme par exemple les gens de Rabot-des-Bois qui m'ont fourni ces splendides sous-verts. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez contacter
votre animateur préféré. Puis ça, c'est une idée de cadeau personnalisé que vous pouvez faire. Ils ont fait dernièrement le porte-savon qui s'offre super bien en cadeau d'autres. Puis c'est tout en bois. Puis ils ont une belle installation à côté de leur usine. Ils font même leur compost avec les sciures de bois. Ça, c'est un cadeau intelligent. Parce que même si ça prend la poussière, après ça, vous pouvez le mettre dans votre foyer ou sinon le composter, mais avant tout, bien en profiter. Parce que ça va faire sourire, ça va faire chaud au cœur de peut-être votre hôte, de vos invités, de vos proches. Il y a des cadeaux personnalisés, oui, mais une belle planche à découper, un plateau de service, tout ça, vous allez retrouver ça sur rabaudesbois.com. Sans plus tarder, bonjour, bienvenue. Je fais le café à quel nom? JC Lemay, photographe animalier. Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? Oh oui! Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? C'est bon! Je suis avec celui qui est responsable de toute la, le dictionnaire encyclopédique de tous les animaux vivants dans la bouche de ma fille. Il s'agit de JC Lemay. Salut JC! Salut Jay. Quel plaisir de t'accueillir au café chez Jay. Pareillement. Parce que là, toi, t'es photographe animalier, tu l'as dit, mais tu fais aussi des calendriers, puis c'est... Ma fille aimerait ça que les mois passent tellement plus vite. Ça n'a pas rapport. Je comprends que c'est tentant de tourner les pages quand même. Ouais, c'est ça qui arrive. Hey, JC, ça fait quand même un bon bout qu'on se connaît. T'es arrivé à Rimouski au début des années 2010, dans ce coin-là. C'est pile 2010. Ouais, ça fait 15 ans. Hey, 14 ans déjà. C'est fou, hein? Pendant que je prépare le café, parle-moi de t'arrivais où d'avant, parce que tu viens de l'Ontario, en vrai? Ouais, exact. Mais pourquoi t'es venu à Rimouski? Comme bien du monde, je suis venu pour faire un bac en bio, finalement. Puis à Rimouski, mais là, l'expertise marine est vraiment, vraiment bonne. Fait que, tu sais, autant le bac que si j'avais voulu poursuivre à la maîtrise ou au doctorat, ça aurait été comme un endroit de prédilection. Mais il y avait Laval aussi, je pense, qui fait le bac en bio. Ouais, en fait, du bac en bio, tu peux le faire n'importe où. Tu peux le faire à Montréal, tu peux le faire à Laval, tu peux le faire à Sherbrooke. Sauf que pour moi, étudier la biologie puis étudier tout ce qui est comme vivant, dans ma tête, ça se fait entouré de nature et non en grand centre urbain. Là. Fait que tu t'es dit, j'étais à proximité, c'est pratique dans le fond. Là. Oui, vraiment. Ouais. C'est le fun d'aller comme sur le terrain. Puis c'était vraiment surtout que la réputation du bac en bio ici était vraiment excellente. Puis je me suis dit... Ah ouais, je savais pas. Ouais, elle est super bonne. Puis surtout dans le domaine marin, en fait. OK. Ah, OK. Tu sais, tu le sais, là, à l'ISMER, maîtrise doc, les études post-secondaires, post-bac sont vraiment, vraiment très, très bonnes. Puis réputées. Fait que je me suis dit que j'allais venir à Rimouski puis essayer de... changer de ville un peu, changer d'air. Tu connaissais pas personne ici? Ou... Non, je n'étais jamais venu, en fait. Pour vrai? Ouais. Fait que t'es arrivé comme à l'automne, comme ça, puis... Je suis arrivé en plein hiver, en plus. C'était pire. Ouais, j'ai commencé une session au mois de janvier. Puis la première fois que je suis venu à Rimouski, c'était pour visiter ma résidence universitaire. OK. Puis la deuxième fois, c'était pour déménager. Ah ouais? Ouais. Comment t'as trouvé ça? Mettons, là, le gars là, qui vient de l'extérieur, là, ouais. qui vient même pas du Québec, en vrai. C'est vrai. Tu sais, t'as la culture franco-canadienne, là, ça on comprend, mais Rimouski, c'est pas un naturel. Là. Tu connaissais peut-être Sidney Crosby, puis c'était pas mal ça. Là. Honnêtement, à peine. Ben oui, parce que je joue au hockey, fait clairement, tu sais, qui ne le connaît pas, mais je connaissais pas grand-chose de Rimouski, sauf que, tu sais, j'ai pas grandi dans des grandes villes non plus. Non. Pour moi, c'était pas ici des paysans, puis je me retrouvais assez rapidement là-dedans. Mais c'est clair que, tu sais, pour un jeune qui sort du cégep qui a le goût d'un peu plus de nightlife, tu pognes quand même un 2 minutes quand tu arrives à Rimouski. Oui, parce que c'est fermé le mardi. Ouais. T'as pas 900 options non plus, mais j'ai pris goût rapidement, honnêtement. Puis là, tu t'es trouvé un emploi, tu travaillais à temps partiel pendant que tu étais à l'université. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'attirait en biologie au départ? Je pense qu'au départ, je le savais même pas, pour être bien honnête. Là. OK. Moi, au début, quand je me suis inscrit, en fait, j'ai fait une session en géo. Puis après ça, j'ai transféré au bac en bio. Puis mon but en m'inscrivant en géographie, c'était d'apprendre comment les vagues fonctionnaient, simplement. Ah ouais? Moi, j'étais un grand passionné de surf, tu le sais. OK, oui, c'est vrai. Puis je voulais juste comprendre la physique des vagues, finalement. Puis en une session, j'ai comme catché avec un cours précis. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait pour les... T'sais. JC, t'es en train de me dire que toi, tu voulais faire du surf, fait que t'as décidé d'aller à l'université en surf. Si ça avait existé, tu serais allé? Ah, peut-être, mais ça n'aurait pas été à Rimouski, je pense. Non. Mais non, c'était surtout pour comprendre comment ça fonctionnait. Puis, c'est ça, j'ai catché en une session. Après ça, j'ai fait le switch en bio. Okay. Puis j'ai toujours aimé ce qui était vivant, honnêtement. Puis surtout l'eau, tout ce qui était dans l'eau.
Puis pour moi, c'était comme un choix logique. Puis finalement, ça a juste bien fait. J'ai fait mes 3 années, puis ça a vraiment bien été, puis j'ai vraiment trippé. Es-tu le seul dans ta famille? As-tu des frères, des sœurs? J'ai 2 grandes sœurs. T'as 2 grandes sœurs? Ouais, plus vieilles. Ah, fait que c'est toi le petit garçon. C'est moi le petit garçon. Comment t'as trouvé ça de vieillir entouré de filles plus vieilles? C'était comme avoir 3 mères, honnêtement. Il y en a une des 2 qui était moins pire que l'autre, mais... Ah, OK. On la nommera pas, là. On va laisser planer le doute. Exact, mais je pense qu'elle va se reconnaître de toute façon si elle l'écoute, mais OK. au moins 2 mères, puis la 3e un peu plus passive, mais oui, c'était... Tu grandis avec une certaine forme de sensibilité, mine de rien, puis... Ils sont sûrement venus te visiter. Oui, ils sont venus une couple de fois. Ouais. Ouais, c'est pas trop loin, là, c'est un genre de 6 heures de route, fait que ça se fait bien, mais... Ouais. Et là, bon, t'es allé à l'université, t'as étudié les vagues. Mm-hmm. Puis j'imagine que c'était une occasion pour toi d'aller sur l'eau aussi, puis Ouais. de regarder les beaux couchers de soleil chez nous. Mm-hmm. C'est-tu à ce moment-là que la photo est apparue dans ta vie parce que tu voulais comme immortaliser ces moments-là ou c'était déjà quelque chose qui t'intéressait? Non, c'était à peu près comme ça. Tu sais, la photo, plus sérieusement, j'ai vraiment commencé presque en même temps que le bac, finalement. Fait qu'en 2010, mais j'en prenais déjà un peu avant. Mm-hmm. Mais tu sais, ce que je faisais avant, c'était des photos de mes chums dans l'eau qui faisaient du surf ou de vagues une fois de temps en temps avec une petite GoPro. Fait que j'avais comme débuté un peu, mais rien de très sérieux. Puis à partir du début du bac, mais là, j'ai commencé à faire plus de plongée, plus d'apnée, puis vraiment photographier des trucs dans l'eau comme les crabes, les oursins, des affaires que j'étudiais puis que je voyais quand j'allais dans le Saint-Laurent. Fait que c'était quand même cool de pouvoir faire un cours, puis après ça aller dans l'eau, les photographier ou les observer. Puis c'est vraiment comme ça que ça a débuté pour vrai. Tes camarades de classe, comment ils trouvaient ça que toi, tu partes à l'aventure puis que tu prennes des photos comme ça? Parce qu'on s'entend, en partant, il me semble, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, la qualité était là ou ça s'est bâti? Oh mon Dieu, il faudrait que je t'en montre du début. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il y a des différences majeures avec les photos actuelles. Puis c'est normal, je veux dire, ça fait quand même 15 ans. Mais les premières photos que je prenais, pour vrai, ils n'étaient pas gênantes, mais il faut commencer à quelque part. Mais c'était pas... Ben, en fait, toi, t'as étudié en vague à l'université, pas en photographie, tu sais. Exact. C'est un bon point. Mais non, je pense que mes camarades, ils ne savaient même pas. En fait, il y avait un autre gars qui s'appelle Nicolas qui était au bac avec moi. OK. Puis lui, quand on faisait le bac, il était déjà vraiment, vraiment équipé en photo animalière, tu sais, des grosses lentilles, des gros kits. Puis quand j'en parlais, là, il me disait « Ah, tu sais, j'ai mis telle prise sur une lentille, telle prise sur un boîtier. » Puis dans ma tête, j'étais comme « Man, t'es fou raide. » Ah ouais. Puis là, finalement, nous voici. Mais lui, ça a comme vraiment été un peu mon introduction à la photographie de nature sauvage plus sérieuse, là, avec du gros gear, des bonnes photos, puis techniquement plus poussé que ce que je faisais. Fait que ça a comme été mon premier contact un peu qui savait que je faisais des photos, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait. As-tu fini ton bac? Oui. Tu l'as terminé? Oui. Puis, tu sais, il y a plein d'options disponibles quand tu termines ton bac pour aller travailler en biologie. Souvent, les gens vont aller en recherche. Ouais. Toi, quand tu as terminé ça, qu'est-ce que tu t'es dit? C'était quoi ton objectif? Parce que ça se construit en cours de route aussi, j'imagine? Ouais. Je pense que quand j'ai terminé, j'étais comme tanné d'étudier pour être bien honnête. J'étais supposé faire une maîtrise, j'étais inscrit tout, puis à un moment donné, j'ai juste comme... Je me suis demandé si ça me tentait vraiment, finalement, de faire un autre 2 ans. OK. Puis surtout que la maîtrise, c'est un sujet d'étude qui est généralement plus spécifique. Oui, il y a des cours qui sont plus génériques, mais reste que tu étudies un domaine plus précis. Puis moi, ça allait être le saumon. Puis je sais pas si ça me tentait tant que ça, finalement. Ah! Ouais. Puis pas la maîtrise, j'étais pas certain. Puis le sujet, j'étais pas certain non plus. OK. Fait que j'ai comme pas continué. Mais à la fin du bac, je pense que j'avais juste besoin de faire autre chose, honnêtement, que d'étudier. Là. C'est quand même assez demandant comme bac, comme tous les autres, là, mais... Puis c'est aussi beaucoup de travail sur le terrain, mais je pense que ça te fait pas tant peur en réalité? Non, mais la partie terrain, c'est vraiment une infime proportion de ce qu'on fait réellement dans le bac au complet. Il y a beaucoup de laboratoires, puis il y a surtout de la rédaction de rapports qui inclut des mathématiques. Ça te tente un peu moins. Oui, clairement moins. OK. Si je compare à mon métier actuel, pour moi, les rapports, c'était comme la partie trier mes photos présentement, pas ce qui me fait triper le plus. Oui, je comprends. J'aime ça être dehors, mais les rapports peut-être moins. Fait que bref, écœurant titre, puis là, je travaillais déjà chez Alternative. Oui. Puis j'ai juste continué après le bac. Puis j'aimais ça, tu sais. C'était le contact avec les gens aussi que tu avais, que tu retrouvais peut-être pas forcément en faisant des travaux de recherche dans le bois. Non. Sauf que encore aujourd'hui, avec ta salle d'exposition, tu retrouves ce contact avec la clientèle-là. Oui. Puis tu as encore ton travail de photographe. Parce que là, tu t'es dit, OK, je peux vraiment vivre de ça à quel moment? En 2019, j'avais quitté le shop Alternative pour travailler au parc de la Rivière-Métis, qui est à Sainte-Flavie, pas très loin d'ici. Ouais. J'ai fait 4 gros étés là-bas. OK. Puis je trouvais ça vraiment trippant. J'ai appris une tonne de trucs. Mais ça aussi, à un moment donné, je me suis comme
tanné, Mhm. un peu de malentendu des fois aussi. Puis à un certain point, au moment où j'étais comme dans le processus de vouloir changer de job, j'ai eu un gros contrat en photo OK. qui me donnait de l'argent pour l'année qui suivait. Oh, Puis je me suis dit, tu sais, si c'est pas là que je fais le grand saut, ça va être jamais finalement. OK. Fait que c'est vraiment ce contrat-là qui m'a donné un montant X d'argent puis qui m'a permis de me lancer temps plein en photo puis d'avoir un backup financier au moins pour 1 an. Puis après, je me suis dit, ben au pire, je me retrouverai un autre job dans 1 an s'il faut. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ce mandat-là. Puis finalement, j'ai jamais retourné en arrière. Y a-tu un moment stressant où est-ce que tu t'es dit, OK, mon contrat arrive à ma fin, il faut que je trouve des solutions pour garder un revenu, ou ça s'est vraiment bien succédé? Ça s'est bien succédé. Puis tu sais, je m'étais pas fait de plan tant que ça. Mon plan, c'était faire le contrat vraiment très, très bien puis me concentrer là-dessus. OK. Puis pendant le contrat, ben j'ai développé un peu aussi le volet de la boutique en ligne, commencé à avoir des produits dérivés. Puis j'ai continué à faire des mandats un peu plus corpaux. Au début, je faisais même des mariages que je fais plus maintenant. OK. Puis ça me permettait de mettre du pain sur la table, en gros guillemets. Ben oui. J'avais tellement pas de dépenses, honnêtement, que ça me coûtait rien vivre ou presque. Mhm. Puis ça a juste continué comme ça. Les offres sont apparues, les produits dérivés ont commencé à se vendre un peu plus. Puis ça a comme continué sans que je me pose trop de questions finalement. Ben, pour l'instant, ça se passe bien. Finalement, ton plan se concrétise, puis tu gagnes ta vie avec ça. Vraiment, ouais. Le café a fini d'infuser. Ça veut donc dire qu'on est rendu ici. C'est tout un processus quand même. Ben, c'est un café. Moi, je fais mon café filtre drip qu'on appelle avec une cafetière Chemex. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent seulement, là, vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de faire le café en même temps. Je te propose pas de lait ni de sucre parce que je trouve que c'est un outrage. Fait que tu vas le boire noir. Je sais C'est pas. parfait. T'es-tu un amateur de café, toi, en Quand partant? même. Ouais? Ouais. Fait que tu mets beaucoup de café dans ton thermos quand tu pars dans la Trans-Taïga. Hey, quand je pars, ouais, quand même. Quand je fais la route surtout. Je suis OK. pas capable de conduire sans un café, je pense. Quand on va sur la Trans-Taïga, on prend quel chemin? Tu t'en vas par le Val-d'Or ou tu... Oui, ben, tu as OK. 2 options. Tu peux partir, mettons qu'on part de Rimouski, Ouais. tu vas jusqu'à Montréal, puis à partir Ouais. de Montréal, tu montes vers le nord jusqu'à... Matagami, etc. Là. C'est en plein ça. OK. Fait que tu passes par Mont-Tremblant, Mont-Laurier, ensuite t'as Val-d'Or, t'as Amos, t'as Matagami, t'as Radisson ultimement. Puis l'autre option que j'ai faite pour le dernier voyage, c'est tu passes par Québec, tu montes jusqu'à Chibougamau, puis là, il y a une route qui s'appelle la route du Nord qui traverse jusqu'à la route de la baie James. OK. Puis à partir de là, tu montes. Bon. Fait que là, justement, on parcourt des kilomètres ensemble, JC. On s'en va à l'équateur. C'est un café qui s'appelle Hacienda La Papaya, de la variété botanique B7, du producteur qui s'appelle Juan Peña, qui a remporté plein de prix. En fait, la variété B7, c'est drôle parce que c'est la variété du bloc 7. C'est comme une variété qui s'est mutée naturellement. Puis on fait « Hey, c'est vraiment bon! » Fait qu'on va continuer avec ce grain-là. C'est en macération carbonique, 2000 mètres d'altitude. C'est vraiment très fruité. Alors, merci d'être au café chez Jay. Yes, merci à toi. Tu vas pouvoir le savourer puis me dire qu'est-ce que tu goûtes. C'est simple, faut que tu fasses confiance à tes papilles. Peux-tu m'ébouillanter? Non. Ah, ça, là, ça fait partie des cafés que j'aime particulièrement. Petits fruits rouges. Je vais te laisser dire qu'est-ce que toi, tu détectes. Je veux pas t'influencer. Non, mais j'allais dans la même lignée que toi, en fait. Je vais prendre un autre gorgée, mais fruité, clairement. Doux, très, très doux, là. Puis il n'est pas très foncé non plus de ce que je vois. Non, ben c'est sûr qu'en faisant cette infusion-là, il ne sera jamais très foncé. On prend toujours des grains qui sont pas trop torréfiés. Mais c'est vraiment bon. Oui, c'est des bons cafés, effectivement. Tabarnouche. Ça faisait partie d'une importation de petits lots que Evan Couture de Chapeau Moustache m'a conseillé tantôt. OK. Chapeau Moustache, évidemment, sur la Saint-Germain, qui a un coup d'œil incroyable sur le centre-ville. Le nightlife rimousquois, évidemment. Mais oui, effectivement, on goûte les petits fruits. On parle de framboise dans la description. Il y a un petit côté lacté qui est quand même présent, qui rappelle le yogourt. On va avoir des notes de fruits jaunes, d'agrumes également, là, mais surtout à la fin, comme plus orange sanguine. C'est un très bon café. Moi, je suis bien content de ce café-là. C'est du beau travail. Il est formidable. Je pensais pas que c'était aussi technique, le café. Ah, mais c'est comme le vin. C'est exactement comme le vin. Puis le chocolat aussi. Le chocolat peut avoir plein de nuances, là. Fait que là, on est sur la route Trans-Taïga. C'est l'hiver. Il fait froid. Pourquoi tu es allé là, sur la route Trans-Taïga, pour ton dernier travail, ton dernier voyage? Tu fais un voyage par année? Non, j'essaie d'en faire plus. Là-bas, j'en fais juste un parce que pour me rendre où j'étais, ça me prend quand même 26 heures de route, là. Ouais, c'est un projet, là. C'est une bonne trotte. Puis, ça coûte cher en diesel, mais j'y vais surtout pour
sortir un peu de la ville, Ouais. découvrir de nouveaux horizons. Puis là-bas, c'est comme un autre monde. T'es encore dans la forêt boréale, t'es pas dans Toundra, c'est pas le grand nord du Québec, c'est juste le nord du Québec. Mais ça paraît-tu que t'es quand même plus dans le nord du Québec au Ben niveau oui, de la végétation? vraiment. C'est sûr, c'est conifère, tout le kit. Exact. C'est que des épinettes ou presque. Puis t'as des grands espaces qui sont. Que tu retrouves, selon moi, nulle part ailleurs. Là. Des lacs à n'en plus finir, des grands lacs, des grosses rivières. Puis la route Trans-Taiga, finalement, c'est une route qui traverse réellement la taïga pendant 600 km allées. Ah, c'est du 600 gravier, là. kilomètres, C'est pas pavé, ça, là. Il n'y a rien, mais il n'y a surtout rien alentour ou presque à part des barrages hydroélectriques. Fait que c'est comme c'est un autre monde. Toi, quand tu pars avec... C'est une vanne que t'as? Ouais. Tu te ravitailles en diesel. Comment? Y a-tu des postes un peu? Il faut que tu fasses des réserves? Comment ça marche? Les deux. Il faut que tu fasses des réserves. Puis dans le milieu de la route, il y a une pourvoirie. OK. Qui te permet d'avoir de l'essence ou du diesel Ouais. selon ce que tu as besoin. Puis elle est vraiment située au kilomètre 350 quelques. Fait qu'à peu près dans le centre. Ils t'avertissent aussi en cours de route, là, j'imagine. Là. Ouais, mais les gens qui vont là, ils font leur devoir avant puis ils le savent de toute façon. OK. Fait que, il n'y a rien sur la route ou presque à part la pourvoirie à un certain point. Puis c'est combien de personnes qu'il y a là à peu près dans ce pourvoirie-là? Il y a quand même du monde parce que tu vois, l'hiver dernier, quand je suis allé, moi, c'était surtout pour des travailleurs miniers. Fait OK. qu'il y a des mines à proximité sur le chemin. Puis les gens qui résident là, qui dorment là, c'était beaucoup des travailleurs. Fait que, tu sais, dans la cafétéria, à l'heure du souper, il peut y avoir, je sais pas moi, entre 50 et 100 personnes quand même. Quand même! Ouais, c'est ça. Parce que nourrir 50 à 100 personnes quotidiennement, c'est un défi dans cet Ouais. endroit-là. Là. Non, c'est un gros spot. Puis, tu sais, il y a des départs d'hélicoptères à tous les jours à partir de la pourvoirie. Il y a une piste d'atterrissage. Ils ont leur propre aéroport. OK. Puis, anciennement, c'était pour la chasse au caribou. Ah, ben là, Maintenant, il n'y en a plus. non. Il y a seulement les communautés autochtones qui peuvent chasser le caribou Fait encore. Comment ils justifient la présence de autant de gens? C'est vraiment les travailleurs miniers maintenant. Anciennement, le camp était là pour des gens qui payaient quand même des bons montants d'argent pour aller chasser le caribou. Comme ils ne peuvent plus maintenant, j'imagine, sans connaître l'histoire en détail, qu'ils se sont réorientés vers on va héberger des gens qui ont besoin d'une chambre pour dormir le soir puis qui travaillent à proximité. Ben oui. Fait que maintenant, c'est ça qu'ils font. Mais c'était à la base une pourvoirie vraiment de chasse et pêche. Toi, c'est quand tu pars en expédition comme ça, parce que tu l'as fait quelques fois, c'est quoi que t'amènes à part ton équipement photographique puis des vivres pour te rendre? Ça a l'air de quoi dans ta vanne? Oui, tout l'équipement photo, de la bouffe en masse, plus de bouffe que ce que j'ai besoin généralement. Tu sais jamais là, si tu restes en panne à quelque part non plus. Là. Non, exact. Ça peut toujours être plus long que prévu. Fait qu'il faut apporter un peu plus, puis au pays en reste, c'est de la bouffe, c'est pas perdu. Est-ce que tu parles par expérience ou... Le pire, c'est que non, honnêtement, j'en achète. Même si je me dis que j'en achèterai pas plus, j'en achète tout le temps trop. OK. Puis, tu sais, honnêtement, quand je suis en expé, souvent, là, je mange comme... c'est à peine si je soupe. OK, tu y vas dans le strict minimum, là. Pas mal. T'es comme, tu t'en vas dans la Station spatiale internationale du ration. Non, on dirait que ça se fait juste tout seul. Tu sais, je pars le matin, puis quand je me réveille à, 5h, 6h, j'ai pas faim, je bois un café. Ouais. Puis là, finalement, tu sais, je regarde mon téléphone, il est rendu 2h PM parce que j'ai gossé toute l'avant-midi à chercher tel ou tel animal ou à prendre des photos. Fait que on dirait que je pense comme pas à manger, là. C'est ça, en expédition comme ça, quand toi, tu prends des photos, là, typiquement, ta journée, ça ressemble à ça, mais tu fais beaucoup de recherches en amont ou tu arrives là puis tu te laisses guider par les traces que tu vois? Surtout par les traces. C'est de la recherche en amont, en moins d'avoir un genre de réseau de contact puis de comme écrire aux gens avant d'y aller. Ce que moi, je fais peu ou pas. Ouais, mais en même temps, il y a 50 à 100 personnes qui sont là pour le travail. Fait que je sais pas à quel point ils pourraient t'aider tant que ça pour la Trans-Taïga, là. Ouais, c'est de trouver les bonnes personnes. Il y a quelqu'un qui gère la pourvoirie qui est tout le temps là. Il y a des gens qui gèrent les sites miniers avec qui tu peux discuter puis essayer d'avoir de l'information avant d'y aller. Moi, c'est plus ou moins mon approche. J'y vais vraiment. Puis quand il y a des pistes ou des endroits que je considère qui sont très prolifiques à avoir des animaux, c'est là que je vais miser mon temps. OK. Puis si une journée, je vois des caribous à un endroit, ben, le lendemain, je retourne au même spot. Si on bougeait, j'essaie de suivre. Fait que je pars beaucoup de la route pour trouver des endroits où je pourrais faire des bonnes photos. Mais avant d'y aller, à part que je sais que je vais aller sur la route Trans-Taïga, je sais pas jusqu'où je vais aller, je sais pas où je vais m'arrêter, puis je sais pas non plus ce que je vais photographier. Ouais, c'est ça. Tu as une bonne idée parce que tu connais assez bien la faune. Après tout, on dit que tu as étudié en vague, mais tu as plus étudié en biologie. Tu dois avoir une bonne idée de la faune qu'il y a là-bas. Ouais. Mais ça doit pas toujours marcher comme t'espères. Tu vois des traces, mais ça peut être long, j'imagine. Tu peux avoir un voyage pas de chance. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est la saison de la chasse, là, au moment où les gens nous écoutent, puis ça veut pas dire qu'ils vont ramener du gros gibier à la maison, là. Non. C'est la même affaire. Oui, c'est pratiquement la même approche sans avoir le même résultat pour les deux. Fait moins de bruit, la photo. Ouais. il y a une partie de chance, puis il y a 80% des voyages dans lesquels je reviens avec peu ou pas de photos. Ah ouais, tant que ça? Ah ouais. Ben tu sais, je reviens avec des images, mais est-ce que c'est ce que j'avais en tête?
Sûrement pas. Pas forcément, non. OK. Il y a des oiseaux là-bas qui s'appellent des lagopèdes qui sont comme des perdrix blanches Ouais. l'hiver. Il y en a par centaines. Je le sais que je vais revenir avec des photos de lagopèdes, mais c'était pas mon but premier parce Non. que c'est comme incontournable, puis il va en avoir, puis ce sera pas... Tu même pas besoin de chercher sur sa route. Là. OK. Fait que ça, je sais que je vais en avoir, mais mes objectifs sont souvent plus des animaux comme lynx, caribou, martre, des trucs qu'on voit moins ici ou qui sont beaucoup plus rares. Puis la plupart du temps, je reviens sans tout ça. Là. Là, tu sais, les animaux du Québec, je pense que tu les maîtrises assez bien, puis j'imagine que ça te permet de les connaître encore plus, de les voir agir en chair et en os. Vraiment. Puis des étudier plus. Tu sais, tu passes la journée là à réfléchir à eux autres. Y a-tu des espèces qui ne sont pas ici au Québec qui t'interpellent? Y a-tu des voyages que tu aimerais faire qui ne sont pas à proximité? Oui, j'ai une grande attirance pour le milieu sous-marin, puis le Saint-Laurent. Autant il est riche, on n'a pas une visibilité qui est hallucinante sous l'eau. Ben non. Puis on a des lois aussi qui nous empêchent, d'exemple, faire des photos de belugas, de baleines, de mammifères marins en C'est général. pas possible de prendre des photos. Je comprends pour les bateaux puis les embarcations, mais Ouais. les photos, ça m'étonne. C'est quand même passif comme bruit. Même dans l'eau, on peut pas être à, je pense, moins de 100 mètres d'un mammifère marin. Ouais, c'est parce que la visibilité, c'est nul. Là. Aucune chance. Ouais. Puis même si la loi me permettait d'aller dans l'eau puis être à 1 mètre de la baleine, la visibilité n'est pas suffisante pour des gros mammifères comme ça, finalement. Mhm. Tu sais, ça nous prendrait comme 30 pieds de visie pour pouvoir voir une baleine qui fait, elle aussi, 30 ou 40 pieds. Tu vois pas sa queue. Non, fait que c'est pas réaliste ici. Fait que si je fais un voyage à l'étranger, éventuellement, ce serait pour aller dans de l'eau claire, là, tu sais, voir des baleines à bosse en Indonésie ou n'importe quel grand mammifère marin dans de l'eau là, limpide. Ça t'interpelle vraiment, les animaux marins, plus que les mammifères terrestres, ou c'est comme les deux égales? J'adore tous les animaux, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est être dans l'eau, honnêtement. Ah ouais, OK. Ouais. La vague ne reste jamais trop loin de GC. Non, jamais. Ça Ok. reste un de mes sujets favoris, la vague. Puis au-delà de la vague, juste être sous l'eau, aucun bruit. C'est méditatif. Tu croises pas de gens, là. C'est pas comme aller marcher dans un sentier de randonnée sur Terre où tu vas croiser d'autres personnes. Tu sais, t'es dans l'eau, puis tu fais tes trucs. C'est ultra tranquille. Pour moi, c'est comme la définition de faire de la photo de nature, c'est cet environnement-là là, de paix, de calme, de silence, puis de concentration sur ce qu'on fait. Là. Mais toi, les requins, ça te stresse pas dans les eaux claires? Non. Non? Non, j'en ai vu un en plus quand on a fait une plongée en Floride. C'est vrai? Ouais, je suis le seul à l'avoir vu quand on était en apnée. Puis il a Bon, les passé autres au seraient loin. toutes faites manger, mais pas toi. Ma blonde n'attrapait pas. En plus, j'ai montré des photos en sortant d'eau, puis elle l'a pas vu, mais elle aime peut-être un peu moins ça que moi. Ouais. Puis les autres étaient comme, ah ouais, t'as vu un requin? Puis tu sais, il y en a tout le temps, mais il a fait comme n'importe quel autre animal ou presque. Il a passé, puis il a même pas porté attention à ma présence. C'était pas toi qui cherchais. Ben non, pas en tout. Non. Fait que ça me stresse pas, au contraire, ça me fascine. Ah ouais. Mm. Mais on s'entend, la photo sur Terre ou dans la mer, tu l'as dit en quelques mots par rapport au beluga, c'est pas du tout la même chose parce qu'on comprend, les photographes en général comprennent la lumière sur Terre. Ouais. Mais dans l'eau, ça s'apprend pas mal différemment, j'imagine. Oui. En fait, dans l'eau, moi, je travaille toujours ou presque en surface. Ok. Je fais de la plongée sous-marine aussi. Je peux aller jusqu'à 40 mètres avec les cartes que j'ai. Ouais. Sauf que plus on descend, plus on perd de couleur, plus on perd de lumière aussi. Mhm. Puis dans ma tête, à moi, une photo, c'est presque juste de la lumière. Ben Ça oui. change tout. Ben oui. Fait qu'à l'intérieur de 5 mètres de profondeur, j'ai encore de la lumière naturelle. Quand il fait gros soleil dehors, à 1h PM, je peux aller dans l'eau faire des photos avec une super lumière Mhm. parce qu'il y a l'effet de gros diffuseurs de la surface d'eau, finalement. Fait que c'est pas la même approche, mais les techniques puis le volet plus artistique ou l'ambiance reste la même, finalement. Ouais. Mais c'est plus de se familiariser avec le milieu aquatique. C'est pas tout le monde qui est à l'aise dans l'eau. C'est pas tout le monde qui, même, est capable de nager. Fait que c'est plus ça que les gens, des fois, maîtrisent moins. Dirais-tu que c'est ton avantage concurrentiel en tant que photographe phonique? C'est une différence. OK. Ouais, sans être un avantage ou un désavantage, je pense que ça peut me distinguer par rapport à d'autres. Puis honnêtement, c'est même pas pour ça, c'est vraiment juste parce que j'aime ça le faire. Puis, tu sais, l'équipement aussi, ça doit être assez compliqué. Amener ça sous l'eau, c'est, tu sais, avoir un appareil photo puis une méga lentille téléobjectif, c'est lourd, c'est une chose. Ouais. Mais dans l'eau, il faut que tu nages, le déplacement, c'est compliqué. Ouais. C'est con à dire, mais j'imagine que ça demande un entraînement. Il faut que tu sois habitué pour ça. Oui, quand même. Faut surtout que, tu sais, la partie nager, justement, puis être à l'aise dans l'eau, faut comme que ce soit intuitif, puis tu y penses pas réellement. Mhm. Tu sais, quand je fais de la photo sous-marine, je me concentre sur la photo, puis qu'il y ait un courant ou qu'il y ait des vagues ou peu importe, moi, ça me dérange pas parce que je suis bien là-dedans, Ouais. puis je suis à l'aise. Mais c'est clair que pour quelqu'un qui est comme plus ou moins confortable dans un wetsuit ou dans un dry suit ou qui n'est pas habitué à se faire, tu sais, brasser un peu, peut-être pas le
faut vraiment se familiariser avec le milieu, puis ensuite intégrer le volet photo. Puis même que je parlais de plongée sous-marine tantôt, en plongée, il y a quand même pas mal plus d'équipements à gérer. Tu sais, j'ai mon cylindre, j'ai ma veste, j'ai mon détendeur. Tu respires. Faut respirer, faut contrôler sa flottabilité. Oui. Puis en plongée, je suis moins à l'aise qu'en apnée. OK. La photo, tu sais, la caméra, je vais l'apporter une fois sur deux parce que je veux devenir un meilleur plongeur avant d'apporter ma caméra. Ben, en même temps, ça te rend service à long terme. Oui. Tu sais, parce que le jour où est-ce que tu vas être face à un animal complètement fantastique, tu vas être plus en mesure de rester là plus longtemps, j'imagine, puis de te concentrer sur son appareil si tu maîtrises vraiment la plongée plus. Exact. C'est brillant quand même. Ben, c'est super important. On a parlé de matériel tantôt, puis tu parlais de ton camarade de classe qui s'était crinqué un équipement complètement fou. En rétrospective, as-tu l'impression que tu fais la même affaire ou t'es plus du genre je suis photographe puis c'est le photographe qui fait le travail plus que le matériel? Oui. Moi, je déteste acheter l'équipement. Là. Ah ouais? Ouais, autant qu'il y a des affaires que j'adore acheter, genre des planches de surf, je peux en acheter 15, ça ne me dérange pas. Mais c'est pas ton faible. Non, l'équipement photo, moi, si j'ai une lentille comme le 500 mm f4 que j'ai présentement, si j'achète ça neuf, ça vaut, je pense, 16 000 $. Fait que c'est énorme. Puis, ça vaut-tu vraiment la peine d'acheter ça neuf en partant? Si, mettons, c'est usagé, mais pas trop usé? Ouais, ben moi, j'achète presque toujours usagé. Ouais. C'est ce que je voulais dire, finalement, c'est que le 500 que moi j'ai acheté, il a coûté 4 000, qui est déjà un bon montant d'argent. Ben oui, mais c'est le quart du prix. Ben, c'est le quart du prix, puis il est ultra lourd. Il date de probablement 2 ou 3 décennies. C'est vraiment une vieille lentille, mais elle est super nette. Fait que je ressens pas le besoin d'acheter le nouveau 500 f4 qui me coûte 16 000, mais qui est plus léger puis qui a un autofocus plus rapide. Okay. Je suis pas un tech weenie qui veut toujours acheter les nouvelles affaires qui sortent parce qu'il y a des petits avantages. C'est si mon équipement fait la job pour le travail que moi je veux accomplir, c'est ça que je garde. OK. Mais je vais acheter d'autres lentilles. Qu'est-ce que tu veux dire des lentilles avec d'autres focales qui vont t'apporter autre chose? Exact. Là? OK. Ouais. Tu vas préférer avoir d'autres outils qu'un gros outil turbo, là. Oui. Je comprends. Ouais. Comme ça, j'ai une plus grande versatilité, puis ça me permet de choisir la lentille en fonction de ce que je veux faire, puis de ne pas me limiter parce que c'est clairement mon téléphoto que j'utilise pour les caribous, mais c'est pas ça que j'apporte dans l'eau pour les méduses, mettons. Ben non. Fait que ça me prend plusieurs objectifs pour faire plusieurs choses. OK. Ouais. Là, tu travailles avec quel boîtier? Un Canon R5. OK. Ouais. Toi, t'as-tu toujours resté dans le Canon ou t'as expérimenté autre chose? Non, tout le temps Canon. C'est comme... c'est un peu une secte. Là, une bonne vieille pantoufle. Ouais, ben ça. Mais c'est surtout qu'un coup, tu achètes toutes des lentilles qui fit sur un boîtier Canon. Ouais. L'investissement pour tout changer, c'est majeur. Là. Parce que je me dis, tu sais, au départ, peut-être que tu aurais expérimenté un peu plus, comme c'est moins cher, mais là, avec un Canon R5 puis une lentille à 4 000 $, c'est sûr que tu te questionnes un peu plus avant de changer. Oui, puis tu sais, c'est aussi le travail de tout vendre le stock que tu as présentement à quelqu'un, de le vendre probablement à perte, puis après ça, de racheter du stock souvent neuf, parce que, tu sais... C'est moins des occasions que tu vas trouver. Là. Ben forcément, puis il n'y a pas tout le temps la lentille que tu vas avoir en usagé, fait que... Tu sais, non, je reste en Canon, puis j'ai toujours eu ça, mais c'est pas parce que je suis vendu Canon, c'est juste parce que ça a commencé de même. Puis ta vanne qui va faire des expéditions, là, tu sais, si tu veux d'autres cafés, serre-toi, là. Ça, j'imagine que c'est un peu la même affaire. Tu as acheté ça en cours de route, tu as regardé qu'est-ce qui te convenait, puis tu es parti avec ça. Oui, à peu près ça. Début de pandémie, c'était 2020 déjà, crime, ça va vite. Ça fait 4 ans. Ouais, j'ai acheté... C'était un peu un coup de tête, puis aussi, c'est clairement un outil de travail pour moi. Là. Ben oui. C'est une vanne. Tu t'en sers si souvent que ça? Quand même. Ouais. Là, moins, parce que depuis la boutique, je bouge moins. Ouais. Mais n'importe quel voyage où je vais à quelques heures de route, c'est avec la vanne tout le temps. OK. Tout mon gear est dedans. Je peux dormir sur le spot. Puis, tu sais, pour des expéditions comme la route Trans-Taiga, je veux dire, c'est pas essentiel, mais c'est un game changer. Là. Ouais. C'est vraiment très pratique. Puis, es-tu en ordre, ta vanne, ou, tu sais, quelle année? Moi, je suis comme curieux, là, je pose des questions. Non, mais c'est correct. C'est une 2015. C'est récent quand même. Pas si pire. Mais ça va avoir 10 ans pareil, tu sais. Oui, mais je veux bien entretenu. Ouais. Comme une bonne vieille lentille à 16 000 $, bien entretenue. Exact. Ça fait du millage. Ouais. J'essaie d'en prendre soin le plus possible. C'est sûr que il y a toujours des petits signes de rouille ou des trucs comme ça, mais je la garde pas. Tu l'as aménagé comme un genre camper van ou vraiment plus comme un entrepôt roulant? Non, vraiment comme un camper van, mais qui me permet d'avoir un entrepôt aussi. OK. Tu sais, généralement, mettons, dans les VR, tu vas voir comme un lit qui est comme en hauteur en arrière. Ben moi, j'ai mis un divan-lit en avant. Fait que mon corridor d'en avant de la vanne jusqu'en arrière, il est tout le temps libre. OK. Fait que si j'ai besoin de mettre un paddleboard de 12 pieds, puis j'ai pas le goût de le strapper sur le toit, je peux. Ben si je veux mettre des cadres de 60 pouces, je peux. Fait que toutes mes boîtes de shipping, toutes mes affaires, c'est comme un véhicule de transport aménagé en van, finalement. Ouais, c'est fantastique. Ouais, c'est vraiment hot. OK. Hey, on est rendu à... La question veloutée!
Ouais, faut que je les chante, j'ai pas le choix. C'est comme... Avec toutes mes années de radio, je pense que je peux plus pas chanter. Question facile, OK? L'autre va être un peu plus tough, puis on l'a même passé en survol tantôt. Question veloutée. Quelle espèce t'as le plus passionné ou intrigué avant ou à ce jour? Parmi toutes les espèces que tu as photographiées ou que tu as tenté de photographier, là, celle là, qui vient te chercher, là, ça serait quoi? C'est le lynx. Le lynx. Ouais. Et pourquoi? C'est tellement mystérieux comme animal. On les voit pas souvent. C'est ça. On les voit presque jamais. Puis c'est pas parce qu'ils sont dans la misère. Là, comme ils vont bien, la population est stable, puis il y en a. Mm-hmm. Mais ils sont juste, c'est comme des maîtres du camouflage puis de la discrétion. Fait qu'on n'a juste pas l'occasion de les croiser souvent. Je trouve que c'est un animal qui est terriblement beau aussi. Là. Ben oui. Très photogénique. Puis il y a tout le volet dur à trouver, bel animal, tout ça. Ça m'a juste captivé. C'est comme un bijou, c'est sa rareté qui crée sa valeur. Vraiment. Dans le comportement du lynx, qu'est-ce qui t'impressionne le plus, outre le fait qu'il est très discret? Ouais. Au-delà de ça, parce que tu l'as observé, tu l'as pris en photo, ces contacts-là avec eux, qu'est-ce que tu en retiens? Je trouve qu'ils ont l'air super intelligents, très posés, très calmes. Okay. Moi, ça me parle beaucoup d'un animal qui est pas nerveux, qui est relativement calme puis qui est en contrôle de ses moyens comme à 100%. Comme un renard qui capote parce que tu le vois. Oui, exact. Puis même les jeunes lynx que j'ai vus, c'est sûr qu'eux autres aussi s'amusent des fois. Mais tu sais, des jeunes renards, ça vire fou. Là. Des fois, ça les zoomies, ça court partout. Mais les lynx, j'ai jamais vu. Toujours ultra posés puis calmes. Puis on dirait que je vois ça un peu dans ma personnalité aussi. Oui, je comprends. Ouais. Ça fait un bout qu'on se connaît. Là. Je peux comprendre, ouais. Fait que je sais pas pourquoi ça me parle vraiment, vraiment, vraiment beaucoup comme animal. Puis les photos que tu as du lynx, t'en as-tu à la hauteur de tes espoirs ou t'es comme, quand je pars en voyage, c'est vraiment un lynx que j'aimerais voir? Ouais. C'est-tu comme tout le temps l'objectif que tu as derrière ton voyage ou des voyages que tu fais? Pas tout le temps, mais en arrière-pensée presque toujours parce que hein? les derniers voyages que j'ai fait, en fait, j'ai pu passer comme 4 ou 5 heures avec des lynx. Puis c'est le premier vraiment moment que j'ai eu qui a duré plus qu'une couple de secondes avec l'animal. Fait que c'est pour ça, ça a vraiment, vraiment valu la peine. Mais c'est toujours dans mon arrière-pensée. C'est pas mon objectif premier parce que je prends tout ce qui passe. Mais oui. Chaque fois que j'en vois, je suis content. Puis dès qu'il y a des pistes, c'est sûr que je cherche. OK. Ouais. Puis, tu sais, tu l'as dit, là, c'est quelques secondes. Là. Quand tu es dans ton appareil, faut que tu le sortes parce que tu n'es pas prêt, là, j'imagine, là, que ça arrive. Là. C'est-tu frustrant comme travail au bout de la ligne? Non. Parce que, tu sais, mettons que j'ai passé des centaines d'heures à chercher un lynx du Canada. Tu sais, les quelques secondes en valaient la peine. C'est niaiseux puis c'est super cliché à dire, mais c'est vrai, là. Tu peux revenir avec 10 photos puis avoir cherché pendant des heures, mais juste d'avoir le contact avec cet animal-là puis qui te tolère puis qui accepte que tu sois là, pour moi, c'est comme ça remplace tout. Là. C'est pas fâchant, au contraire, c'est juste c'est gratifiant même d'avoir fait toutes ces recherches-là puis finalement arriver à un résultat. Surtout quand il y a une photo. Puis s'il n'y a pas de photo, c'est même pas grave. Là. Ben c'est ça que j'allais te dire. Puis question en 2 volets. Premier volet. Admettons que tu prends une espèce en photo puis tu l'as vue. Puis là, tu vois pas tes photos instantanément. C'est en les traitant après. Tu peux le regarder vite sur ton appareil. Là. Mais ça t'es-tu arrivé de prendre un animal en photo puis de faire « Calique, je l'ai raté ce coup-là, mais solide. C'est flou, c'est pas au focus ou 1 million de raisons. » Ouais. C'est sûr ça t'est déjà arrivé? Ouais, c'est clair. Plus dans les premières années. Maintenant, j'ai comme une base technique qui me permet d'en rater moins. Puis les nouveaux appareils photo, je veux dire... T'aide beaucoup. Hein? Ah, ça n'a aucun sens. C'est rendu dur de manquer une photo, honnêtement. Là. Manquer un peu de netteté, c'est tel quel. Ça arrive presque souvent, une photo sur 10. Ah oui, un focus sur une queue au lieu des oreilles. Là. Exact. Ça peut arriver quand même souvent, mais maintenant, les appareils photo nous aident. Puis au début, j'en avais plein, là, des photos floues. Je regarde des vieilles photos, puis ils sont toutes peu ou pas nettes. Mais avec l'équipement qui change, puis mes connaissances qui s'améliorent, ben il y en a de moins en moins, mais c'est sûr qu'il va toujours en avoir. Là. À l'inverse, deuxième volet de la question. T'as-tu déjà été agréablement surpris d'une photo que tu avais prise et tu t'attendais pas? Parce que tu sais, tu peux prendre quoi, 15-20 photos par seconde là, en rafale. Puis y en a-tu une que tu as fait « Oh God, ça, je pense que vraiment, là, j'ai une photo à prix ici. » là. Ouais. Ben pour vrai, quand il y a des vraiment, vraiment bonnes photos, là, je te parle de comme les 5 bonnes photos de l'année. Ouais. Quand tu la prends, tu le sais tout de suite. Ah ouais, hein? Ouais, direct. Moi, j'ai comme je regarde sur mon appareil photo ou juste en voyant le moment sans même voir la photo. Si je le sais qu'elle va être nette, je sais que cette photo-là, c'est ma photo du mois. Parce que la lumière était là, parce que le sujet était présent, puis une photo bien construite au bon moment. Ouais, ambiance beaucoup. Tu sais, quand tu es dans une journée qui a des beaux gros flocons de neige qui tombent, une belle lumière ou des ambiances vraiment particulières, puis là, tu as la rencontre que tu espérais, puis tu as une photo qui est nette, tu sais que ça va être ça. Mais là, je te parle de photos
Je peux les compter sur mes deux mains Ben dans oui. une année. Là. Ben oui. Les bonnes. Ben, en fait, c'est ton rôle de prendre de très rares belles photos en même temps. Ouais, exact. Nous, on voit les résultats, on a l'impression que c'est facile, mais on n'est pas dans ta peau à travailler 50 heures semaine à faire ça. Là, Ouais. Puis, quand tu prends une photo dans la faune comme ça, que ce soit sous l'eau ou dans la nature, dans la faune, sur la terre, qu'est-ce que tu recherches? Tu as parlé d'ambiance. Tu recherches-tu à représenter l'animal dans son quotidien? C'est quand tu prends une photo, toi, au fur et à mesure que ta carrière a avancé, y a-tu un pattern qui revient de ce que tu veux montrer des animaux? Oui, ben tu l'as un peu bien résumé. En fait, là, c'est ambiance. Moi, le but, en fait, avec ma photo, là, c'est d'apporter les gens avec moi sur le terrain. Fait que ce que je vois avec mes propres yeux, je veux que ce soit ça qu'ils voient dans la photo aussi. Ouais. Fait que autant les couleurs que l'ambiance, que le moment vécu, que les émotions, il faut que ça se transmette dans l'image que moi, je capte. Puis c'est un peu ça le nerf de la guerre. Le vrai défi, c'est d'apporter les gens avec nous. Puis, si je suis capable de rendre ça dans la photo, moi, ma mission est comme accomplie. Ben oui. Puis, à la base, je le fais pour moi, c'est-à-dire que ces photos-là, quand je les ramène à la maison, je revis tous les moments vécus avec les animaux. Puis, si je suis capable de revoir les mêmes frissons que j'avais en croisant le regard du lynx du Canada, puis que les gens sont capables de l'avoir aussi en voyant la photo, c'est mission accomplie. Je pense que c'est ça l'espoir de n'importe quel artiste. Tu sais, tu l'as vu en rentrant chez nous tantôt, j'ai des toiles de Fred Jourdain, mais moi, quand je les ai vues la première fois, le frisson m'a pogné. Puis tu sais, c'est un investissement quand même, 4 toiles. Ça m'a coûté comme 1300$ encore. Ouais. C'est de l'argent. Ouais. Sauf que je les regarde encore aujourd'hui, puis il y a quelque chose qui se passe en moi. C'est ça que tu recherches. Ouais. Si tu me dis que si toi, tu la prends en photo, tu le sais d'avance, c'est ça que tu recherches, puis ça se reproduit. J'imagine que tes clients te témoignent que ça se passe. Oui, je pense que oui. Puis après, ça dépend tout le temps des photos. C'est clair que il y a des paysages peut-être qui vont être moins émotifs qu'un portrait animal, justement, dans lesquels on est capable d'avoir un regard ou une profondeur. Mais je le vois un peu avec la galerie là, que j'ai inaugurée cette année. Ben oui. Il y a comme une série de 4 portraits animaliers qui sont directs en rentrant en très, très grand format. Puis chacun de ces animaux-là, ils nous regardent directement dans les yeux. Fait qu'il y a une martre, il y a 2 caribous, il y a un lynx puis un renard croisé. Puis c'est tout le temps les photos qui captent le plus l'attention. Ben puis oui. j'ai vu des gens rester en avant du cadre du lynx du Canada justement pendant plusieurs minutes à juste tout regarder les détails puis essayer d'être un peu avec moi quand j'ai pris cette photo-là finalement. Fait que je pense que ça se transpose. Puis, ouais. Comment tu fais pour qu'ils te regardent? Tu fais-tu comme dans un zoo? Hey non. Hey non, faut pas que tu fasses ça, là. En fait, moi, sur le terrain, là, si je suis capable d'être le plus silencieux puis invisible possible. C'est ton objectif. Ouais, j'imagine. vraiment. Vraiment. Tu sais, je veux être un arbre parmi d'autres dans la forêt, puis ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai. Il faut, si les animaux m'oublient, c'est encore mieux. Ben oui. Puis s'ils me regardent une fraction de seconde, puis je suis capable d'avoir le regard en photo, tant mieux. Mais j'aime autant les photos qui me regardent que celles qui font juste Vivre, là. oui, être dans leur quotidien. Ok. Puis, tu sais, je pense à une photo à justement un renard croisé qui était comme l'autre bord d'une rivière avec un coucher de soleil. Je pense que je l'ai mis dans mon livre, mais je suis pas certain. Mais il faisait juste courir le long de la rivière. Il savait même pas que j'étais là. Ouais. Mais il courait, puis il s'amusait un peu. Il faisait des allers-retours comme ça. Il était probablement en train de suivre une odeur ou autre. Puis moi, je prenais des photos de ce moment-là, puis lui, il avait aucune idée que j'étais là. Ben Puis non, c'est beau. c'est vraiment le fun, ça aussi. Ouais, parce Ouais, que t'es dans sa nature à lui, là. tout à fait. Il fait pas ça pour être beau, là. T'es Non, pas dans non. un zoo, là. Il faisait Wow. ses trucs, puis moi, j'étais là à le documenter. Fait que c'est le fun, ça aussi. Là, je serais rendu ici, je crois. C'est l'heure de la question corsée! On en a parlé un peu du gear, de l'équipement, OK? Puis de l'inexpérience qu'on a au début. J'aimerais ça que tu parles au GC qui a commencé à prendre la photo, OK? Qu'est-ce que tu aurais à lui dire au GC qui commence pour l'enligner ses bonnes tracks, pour éviter les erreurs que tu as faites, admettons? Ouais. Ben, le premier conseil, honnêtement, ce serait probablement d'être pas trop dur envers moi-même. Là. Ah ouais, t'es dur avec toi? Ah, terriblement. Puis encore, là, tu sais, avant que je dise qu'une photo que je trouve qui est bonne ou excellente, ça m'en prend vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'essaie de travailler là-dessus avec les années, mais au début, c'était l'enfer. J'aimais rien de ce que je faisais. Puis je pense que ça aide aussi à s'améliorer, mais il faut mettre une limite à ça à un moment donné, parce que sinon, on est comme dans... Ben, c'est parce que tu deviens plus heureux à faire ce que tu fais. C'est tout le temps comme Non. dans la remise en question, là. Exact. C'est un cycle éternel. Mais je suis content quand même de m'être écouté puis d'avoir poursuivi dans tout ça, parce que là, c'est rendu ma job, mais ouais, être moins dur envers moi-même, ça, c'est sûr. Puis, prendre encore plus de photos, je pense. OK? Je trouve que c'est la meilleure façon de s'améliorer rapidement. Ben oui. Tu sais, peut-être être moins à cheval sur tout ce qui est technique ou autre, explorer un peu plus la créativité, des nouvelles techniques. Tu sais, des fois, c'est pas si grave que ça si la photo est floue. Le Ben but, non. c'est d'apprendre puis de s'amuser. Fait que Ouais. c'est comme les deux trucs
sur lesquels j'aurais travaillé dans mes premières années, je pense. Là, tu partages ta vie comment? Parce que, tu sais, ta vie, c'est d'être... Ben, ton art, c'est d'être sur le terrain, de prendre des photos, mais en même temps, tu as ta galerie. Comment tu partages ton temps là-dedans? Ça dépend des saisons. L'été, c'est galerie à 95% du temps, puis quand j'ai du temps libre, ça va être photo. OK. Puis l'été, j'aime beaucoup faire de la photo sous-marine. Fait que des fois le matin, des fois en finissant à la galerie, j'essaie d'aller sur le terrain pour... Profiter de la golden hour. Ouais, profiter de la golden hour, exact. Ouais. Puis l'été, c'est le fun parce que les soirées sont longues. Fait que Oui. si je finis à 5h30, j'ai jusqu'à 9h pour aller faire des photos. Ça me donne du temps. Mais après, mettons, janvier à avril, d'un point de vue commerce, c'est vraiment plus tranquille. Fait que là, je peux me faire les expéditions dont on a parlé. Je peux partir plusieurs semaines, ça me dérange pas. Fait qu'il y a comme des périodes de prise de photos intenses, il y a des périodes de commerce intenses. Puis je m'adapte en fonction de la demande, finalement. Dans ta galerie, pour ceux qui l'ont pas visité, là, qu'est-ce que tu offres? On s'entend, c'est tes photos, mais c'est quoi qu'on peut acheter ou c'est quoi qu'on peut regarder? Je sais que tu as une collection en ce moment qui est là, que tu peux regarder, dont on a parlé, mais au-delà de ça? Il y a un peu de tout. En fait, tout ce que j'avais sur la boutique en ligne avant de créer la galerie, je l'ai mis dans une boutique physique. Ben oui. Fait que tous les produits dérivés de livres, calendriers, sous-verts, cartes de souhait, cartes postales, tout ce que vous pouvez imaginer avec une photo ou presque, je l'ai. Puis le volet galerie que j'ai créé cette année, c'était pour avoir un espace plus contemplatif puis inviter les gens à venir regarder des belles photos sans avoir la pression d'acheter. Okay. Moi, le but, c'est qu'ils entrent puis qu'ils découvrent soit des animaux ou qu'ils découvrent des photos, qu'ils découvrent un artiste aussi. Puis le volet galerie, je trouvais qu'il était important pour ça. Puis la boutique est rendue comme connexe à cet aspect-là. Fait que dans la galerie, il y a 11 photos en grand format avec une thématique précise. Présentement, c'est taïga. Donc, il y a des photos de mon dernier voyage en expédition sur la route Trans-Taïga. Puis la prochaine expo, ça va être autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais à toutes les années, je souhaite renouveler les images qui vont être affichées. Est-ce que tu as comme désir d'inviter des gens, de faire des événements? Comment tu vois ça? Parce que, tu sais, à un moment donné, j'imagine que c'est répétitif pour toi. Oui, c'est clair. Malgré que j'ai l'impression qu'il peut toujours avoir du nouveau monde, oui. Ou même les gens qui reviennent plusieurs fois pour soit regarder les photos ou acheter des trucs. Ouais. Mais oui, c'est sûr que j'aimerais ça faire des événements. Je ne sais pas encore quelle formule ça prendrait. Ouais. C'est que j'ai fait le lancement de livre puis le vernissage de l'expo quand ça a été inauguré, puis ça a été super le fun. Fait que j'aimerais ça faire d'autres trucs comme ça, mais je ne sais pas encore quelle formule ça va prendre ou ce que je ferais. Ouais. L'achalandage que tu as, on s'entend, l'été est passé, là, ça ressemblait à quoi? Les gens te connaissent, j'imagine, parce que tu as un bon fanbase sur les réseaux sociaux. Y a-tu des gens qui viennent et sont comme « Hey, enfin, je peux voir tes photos puis te rencontrer? » Oui, c'est surtout ça. Je pense qu'ils... pas surtout ça, genre me rencontrer, mais surtout ça, ils me connaissaient. Oui. Ouais. Puis, il y a 80% au moins des gens qui entrent en boutique qui avaient déjà vu mes photos à quelque part. Des fois, c'est comme « Ah, il me semble que je t'ai vu dans tel reportage à la télé. » Ou d'autres fois, c'est « Je suis tes photos sur Instagram tous les jours. » Fait il y a comme un peu de tout. Puis, il y a des gens qui la découvrent aussi, qui sont référés par des amis ou qui c'est carrément des walk-ins qui ont magasiné, pas magasiné, mais... Ils sont sur la rue Saint-Pierre, puis c'est en plein ça. Exact. On en a parlé, là, ton compte Instagram génère beaucoup de trafic. Est-ce que c'est devenu trop gros à un moment donné ou est-ce qu'il a fallu que tu t'en détaches un peu parce que tu voulais performer? C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? C'est une question corsée parce que c'est embêtant la relation que j'ai avec les réseaux sociaux. C'est pas une partie de mon travail qui me passionne, mais elle est essentielle parce que c'est mon contact avec les gens qui veulent voir mes photos. Ben oui. Puis ça, je trouve ça important. Au-delà du... Tu sais, pour moi, Facebook et Instagram, c'est un moyen de communication, mais le but ultime, c'est d'entrer en contact avec des gens qui veulent voir les images. Mais la formule de laquelle on dépense sur Instagram, Facebook, avec l'algorithme et autres, me dégoûte parfois. Parce que tu es obligé de poster quotidiennement, là? Ben, ils nous disent que non, mais réellement, oui. Puis des fois, selon l'heure à laquelle on publie ou les moments ou ci ou ça, je peux mettre une photo que moi, je considère étant presque une de mes meilleures de l'année, puis elle va carrément passer dans le beurre. Ce qui est insultant, en vrai. Là. Ben, le pire, c'est qu'il faudrait être assez raisonnable pour pas s'insulter, puis d'être capable de critiquer soi-même notre propre travail, puis d'accepter que c'est ma meilleure photo, puis le nombre de personnes qui vont commenter ou aimer ne rend pas justice à la qualité de la photo. C'est pas ça qui dicte, en fait, si la photo est bonne ou pas. Là, puis au-delà de ça aussi, c'est le nombre de personnes qui sont exposées à cette photo-là. Tout à fait. C'est géré par un ordinateur au bout de la ligne. Ça, c'est triste aussi. Oui, vraiment. Fait que c'est pour ça que la galerie physique, c'est rendu mon nouvel endroit pour vraiment partager mon travail. Puis je trouve que c'est la meilleure expérience au-delà d'Instagram et Facebook. Mais je continue de travailler sur les médias sociaux. J'ai pas le choix. C'est ce qui a créé ma job. Puis j'aime ça, malgré tout, pouvoir avoir le contact dont je parlais. Là. Quand on reçoit des prix d'envergure nationale, puis qu'on est publié dans le National Geographic, par exemple,
Comment ça influence ton travail pour le futur? Comment j'imagine que ça a un impact dans ta vie, ça? Ouais, quand même. National Geo, c'est pas arrivé encore. Moi, j'ai eu Canadian Geographic. Oui, qui est c'est déjà ça. J'ai dit National Geographic. Ouais. Ah, pardon. Mais c'est correct, c'est un rêve, là. Puis, c'est pas inatteignable, je Ben, pense. t'as déjà une bonne marge de fête, là. Ouais. Ben, c'est une bonne table dans le dos, c'est clair. Là. Ouais. Tu sais, je soumets pas mes photos à un concours pour forcément gagner ou avoir l'approbation de mes pairs, mais c'est sûr que c'est toujours un velours quand même de savoir que le travail est apprécié par d'autres photographes puis de gagner des prix. C'est le fun aussi, c'est niaiseux, mais c'est le fun aussi d'un point de vue CV, marketing, expérience et autres. Oui. C'est super bénéfique. Puis, ouais, c'est une bonne table dans le dos. C'est le fun. Est-ce qu'il y a des clients soudainement qui arrivent, comme des CEPAC ou des Parcs Canada, qui disent « Hey, JC, on a apprécié ton travail. Est-ce que ça te tente de venir je sais pas quoi? » Oui puis non. Ces clients-là étaient déjà un peu là avant aussi. Okay. Fait que là, c'est plus des fois... tu sais, les concours restent quand même subjectifs. Fait que c'est pas la validation du travail ni la création de nouveaux contrats ou quoi que ce soit, mais c'est plus que des fois, avec le coup de pub que ça donne de gagner un grand concours national, puis toutes les entrevues qui en suivent, là, il y a des nouveaux clients qui arrivent, il y a plus de gens qui nous connaissent, c'est sûr et certain. Et donc, au bout de la ligne, peut-être qu'il y a des nouveaux contrats aussi. Est-ce qu'il y a un lien direct entre un et l'autre? Pas forcément, mais je pense que ça élargit le réseau de contacts, c'est sûr et certain. Ouais. Puis ça donne un bon coup de pub aussi de pouvoir avoir toutes les entrevues qui en découlent. Là. Puis ça finance tes prochains voyages. C'est où que tu pars? As-tu déjà choisi ta destination? Je ne sais pas encore. Mais là, janvier, je pense que je vais commencer à avoir besoin d'un petit break. Ouais, OK. De social? Non, pas de social. C'est sûr que je suis bien dehors tout seul aussi, là, mais de boutique puis de commerce. Puis je travaille beaucoup depuis le début de l'été. Fait que j'aimerais ça prendre un petit mois off. OK. Je regardais la Patagonie. Ah ouais? Ouais, Argentine, Chili, des deux côtés. Je trouve que ça a l'air fantastique. Là-bas, ça va être l'été. Surtout pour surfer, c'est cool. Ouais. Surfer, puis les animaux, les paysages, tout. Puis on dirait que j'ai vraiment le goût de voir autre chose. Ouais. Ouais. Ben, on te le souhaite. Merci. Que tu achètes ton billet le plus rapidement possible. Il faudrait que je me craque. Hey, t'aimes-tu ton expérience jusqu'à présent? C'est vraiment hot. Ouais? Ouais. Ben, c'est pas terminé. Là, on va s'amuser, OK? Là, on rit ensemble. C'est la portion ludique du podcast. T'aurais-tu le goût d'un réchaud? Alors, le réchaud, c'est un petit jeu aujourd'hui, OK? Je vais voir si tu connais bien tes animaux et leurs cris. C'est des questions à choix de réponse, OK? Tu vas voir, c'est niaiseux. Alors, on va commencer facile, puis après ça va devenir un peu plus difficile. À toi de me dire si tu as étudié les vagues ou les animaux et la biologie, OK? À l'université. Alors, facile, je pense que tu vas l'avoir. Qui zinzinule? Est-ce que c'est le chimpanzé, la gazelle ou la mésange? Zinzinule? Zinzinulé, ouais. Gazelle? Ah non, c'est la mésange! Je suis désolé. Ben non, mais c'est parce que tu donnes des cours ou des excursions pour aller voir des oiseaux, l'observation des oiseaux. Je t'ai déjà vu faire ça. Ouais, ça fait longtemps. Les ateliers, j'en fais plus, mais ouais. OK. T'aimais-tu ça ou t'as arrêté parce que t'aimais moins ça? Non, j'aimais ça. C'est juste que c'est beaucoup de temps. OK. Ouais. Que j'ai moins présentement. Fait que j'en profite pour aller dehors tout seul plus que les ateliers, mais zinzizulé. Zinzinule, ouais, la mésange. Ben, allez-y avec les Z. C'est sûr que là, si je te dis chimpanzé puis gazelle, je suis allé dans les Z aussi. C'est la mésange. Le dauphin, cliquette, jacasse ou crodille? Cliquette? Cliquette est la bonne réponse! Yes, au moins un. Ouais, ben là, tu t'en vas en Patagonie, fait qu'il faut que tu te prépares. Y en a-tu des dauphins là-bas? Sûrement. Ouais, sûrement côté Atlantique, ouais. C'est ça. La chouette, chigne, chesse ou chuinte? Tabarnouche! J'avais aucun de ces trois-là en tête comme choix, honnêtement. OK, là. Je vais te les répéter. Ouais, s'il te plaît. Chigne, chesse ou chuinte? Chuinte? Chuinte est la bonne réponse! 100% un guess. Ben, 100% bonne réponse aussi. Tant mieux. Ching, ça, c'est ma fille. Qui cacabe? Est-ce que c'est le carcajou, la perdrix ou la caille? Qui cacabe? Carcajou? Le carcajou n'est pas la bonne réponse. Je le sais pas. La perdrix et la pintade cacabe. C'est vrai? Oui. Tabarnouche. Les deux bons animaux à consommer à ce temps-ci de l'année. Sinon, le crocodile fait quoi? Un croatissement, un vagissement ou un sermon? Un croatissement? Un croatissement, ce n'est pas la bonne réponse. Voyons. C'était la plus vulgaire de la gang. Le vagissement. Fait que vous vous en rappellerez. Bon. Crime, t'as fait des grosses recherches? 10 minutes sur Google.
Tabarnak, c'est gênant. Hey, JC, à chaque fin d'épisode, on fait toujours la même affaire. Ma musique est forte en dessous de temps, on va se calmer les nerfs ici. J'aime ça, meubler mon armoire. Ok, mon armoire est vide. Ouais. Il y a Steven Lee Potvin qui a amené le premier shampoing qu'il y avait dans sa loge. Puis c'est peut-être le shampoing d'une vedette internationale qu'on connaît pas. Crime, c'est bon. Ouais, ce genre d'affaires. Fait que c'est des patentes dont vous aimeriez vous débarrasser pour meubler mon studio qui est encore assez vide. Ouais. Alors, j'aimerais ça que tu nous présentes ce que tu as apporté aujourd'hui. Tu peux te déplacer pour aller chercher. Tu te rends dessus à bout de bras? C'est une merveilleuse œuvre. Attends un petit peu. Présente-toi au micro parce que les gens n'entendront pas. Alors... Attends un peu, OK. Attends. OK. Bon. C'est une merveilleuse lithographie d'un artiste qui s'appelle... Faut qu'il vérifie. Claudin Roy. Puis en fait, l'anecdote, c'est que quand on participe justement à des concours photos, Ouais. des fois, on reçoit des montants d'argent, Ouais. puis d'autres fois, c'est des cadeaux. Ah, ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau. Ouais. Un beau cadre de fou de bassin. Puis honnêtement, je le trouve quand même beau, sauf que des lithographies comme ça, j'en ai reçu une puis un autre. Ah ouais. Et donc, celle-ci, je te la donne. J'ai essayé dans mon réseau de contacts et d'entourage d'en faire cadeau, puis personne ne le voulait. Ah, fait que je suis obligé de dire oui, hein. Fait que t'es l'heureux héritier. Ben, sais-tu quoi? Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que je vais préférer cette lithographie de Claude, bien encadrée, à la place... Claudin. Claudin? Claudin. Claudin. Ah, pardon. Ouais. Excuse-moi, Claudin. Je vais remplacer Octave, qui est derrière moi. Je le mettrai pas dans mon armoire, c'est trop gros. Clairement. Mais Octave est un chat que j'avais à mon appartement quand j'ai eu mon premier appartement. Puis, tu sais, je le trouvais drôle. Il est beau. Ben, oui. Mais je préfère le travail d'un véritable artiste, là, rendu là. Ben, c'est le travail d'un véritable artiste pour Claudin vrai. Roy. Claudin Roy. Puis Ok. t'as le descriptif derrière. Oui. Mais c'est un grand cadre, un beau cadre. Oui. Puis, mais pas chez moi. Non. La lithographie, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi? C'est quoi ce processus d'impression? La lithographie, c'est une reproduction de l'œuvre originale. OK. Fait que ça fait en sorte que t'as pas, exemple, la peinture d'origine. Non. T'as une reproduction. Parce que là, ça, c'est une peinture, là, c'est pas une photo. Je te dirais que c'est probablement un aquarelle, mais je suis pas un fin connaisseur. Ma blonde pourrait nous le dire un peu plus. Ouais. Mais je le vois là, que c'est comme imprimé sur une toile, j'ai l'impression. Oui. Puis c'est tout écrit en arrière au besoin, mais ouais, des beaux fous de bassin. Ben, c'est un très beau cadeau. Je vais l'afficher fièrement. Claudin Roy, travail à surveiller. Sûrement à suivre sur Instagram. Ouais, à voir. Hey, JC, on te souhaite un bon repos cet hiver, un beau voyage en Patagonie. Je te souhaite que ça se concrétise. On te suit également sur ton balado qui s'appelle Focus Nature. Ouais. Tu peux nous le présenter en quelques mots avant qu'on se laisse? Ouais, Focus Nature, c'est des discussions entre moi et Jérémy Leblond-Fontaine, un ami photographe qui est basé à Lévis, près de Québec. Puis des fois, on reçoit des invités, des fois, on jase entre nous deux. Puis on a des sujets variés là, c'est de top 3 de nos photos, des histoires, des rencontres, des trucs photos, des fois aussi pour les gens qui voudraient soit devenir photographe animalier de métier ou juste apprendre des nouveaux trucs, mais on discute de plein de choses. Ben, c'est cool, JC. Puis merci d'être passé au café chez Jay. Merci à toi. Ça va faire 3,50. OK, bye! C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous invite dans un mois, le dernier mercredi du mois, la prochaine édition du Café chez Jay va accueillir Maude Lavoie, qui est une experte Shopify, qui a traversé pas mal d'épreuves au courant de la dernière année, puis elle va nous en parler avec cœur et confidence. C'est une belle rencontre qu'on va avoir. Alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous avez aimé votre expérience aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter sur Spotify, à commenter également sur Apple Podcast, à vous abonner à mes différentes pages de réseaux sociaux parce que c'est comme ça que je réussis à vous rejoindre une nouvelle fois. Allez visiter chez-j.com pour du contenu exclusif, puis surtout abonnez-vous à ce balado-là, puis mettez même une alarme pour pouvoir le télécharger automatiquement puis savoir être le premier informé quand c'est en ligne. Les gens qui regardent sur YouTube, pour vrai, je suis surpris de la quantité de gens qui ont regardé sur YouTube. Ben justement, allez cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand je mets un nouvel épisode ou encore des extraits. Et nous, on se dit à dans un mois. Salut!